Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être présents. Du coup, moi je suis le docteur Clément Bourguignon, je suis cardiologue dans le service de chirurgie cardiaque du CHU de Belle-Pierre. Et moi, je suis Sandrine Gazen, je suis PH en maladies infectieuses au CHU de Belle-Pierre. Du coup, on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui n'est pas si rare que ça à La Réunion. Et puis donc sous le format du FOFO, donc on compte sur votre participation, bien sûr, et avec pas mal d'algorithmes qui viennent de l'école numérique de cardiologie, dont je fais un peu la promotion, puisque c'est vraiment très bien fait, donc merci à l'équipe du docteur Desroches pour ça. Ils sont basés sur les recommandations et qui sont en français en plus, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un dossier d'une patiente qu'on a eue dans le service en début d'année, qui a commencé au mois d'octobre 2022 avec l'apparition de vertiges, hospitalisée au GHER, qui a certains antécédents cardiovasculaires, une hypertension, dyslipidémie, un diabète tabagique, donc une patiente à haut risque cardiovasculaire, et qui présente sur son IRM cérébral un accident ischémique cérébral. L'échographie, le bilan qui est fait par les neurologues montre une petite athéromatose des TSA. Le CG est normal, la surveillance scopée était sans particularité. La patiente retourne à domicile sous bi-antiagrégation plaquettaire. Elle revient donc 3 semaines après avec l'apparition d'un deuxième événement neurologique, à savoir une paralysie faciale gauche, chez une patiente qui a bien pris ses traitements antiagrégants. Le scanner cérébral retrouve une nouvelle lésion ischémique constituée dans un autre territoire cérébral. Donc, sans occlusion artérielle, etc. Donc, l'étiologie cardio-embolique est fortement suspectée. Elle passe en neurologie et l'IRM montre une complication de son accident ischémique, à savoir un remaniement hémorragique de la lésion. L'échographie cardiaque et le Holter sont tous deux normaux. La patiente rentre à domicile sous cardésique uniquement, vu le remaniement hémorragique, et avec un rendez-vous d'ETO en externe et une consultation neurologique de suivi. Le TO du 8 novembre montre une valve aortique remaniée, donc ça c'était connu dans ses antécédents, et puis pas grand chose de plus décrit sur le compte-rendu de l'ETO finalement comme anomalie. Le bilan biologique est strictement normal, notamment le bilan inflammatoire. La consultation neurologique est faite par la suite, reste quand même sur la cause cardio-embolique fortement suspectée, chez une patiente qui a une petite athéromatose des TSAO, mais sans plus, avec plusieurs territoires neurologiques touchés. Donc voilà, on reste quand même focus sur cette étiologie-là, mais bon, ça reste un peu comme ça, la patiente repart à domicile. Donc la première question du cas, si je puis dire, comment on raisonne finalement quand on en arrive là et qu'on suspecte cette cause cardio-embolique? Et du coup, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, on nous dit Holter implantable. Recherche plutôt rythmique, donc on du rythme. Parce qu'on a eu ECG, surveillance scopée plus Holter normaux, donc on se dit Holter implantable. En considérant que l'hypothèse de l'EI avait été écartée suffisamment correctement par le TO, ETT, ETO, biologie. Oui, voilà. Et j'ai entendu EMOC. Voilà, EMOC négative. J'ai bien. Donc hémoculture standard négative. Donc, est-ce qu'on peut se satisfaire finalement du bilan qu'on a fait? Est-ce que notre bilan peut écarter suffisamment fiablement les autres hypothèses EI et FOP, etc. Donc FOP, a priori oui, il y a eu test bulle ETO, j'imagine. ETO simple, on n'a pas eu le test bulle. Ah. Il n'y a pas eu de test bulle. Ah. Non. Non. Ouais. Donc test bulle. ETT suffira à fiabilité de 100% ou pas? Pour écarter un FOP. Ok. Donc, on peut satisfaire le TO bulle. Et
Le TO, elle a déjà été faite pour l'EI, donc on ne va pas la refaire, a priori. Voilà. Donc est-ce qu'en biologie, il ne faut pas qu'on aille plus loin? Possible. Ouais, probablement qu'on peut faire plus. Non. Non. Non, pas d'écrit sur le TO et en tout cas, qu'est-ce qu'on avait? On avait un auricule libre et sur le TT, j'ai plus de mémoire, mais c'était pas marquant. En tout cas. Donc c'est une patiente qui a fait 2 accidents cérébraux dans 2 territoires différents et qui n'a pas de preuve de fibrillation auriculaire en fait pour l'instant, mais l'étiologie cardio-embolique est donc privilégiée. Et donc la question c'est est-ce qu'il faut la passer directement sous anticoagulant ou pas, en sachant que là, ce remaniement hémorragique, mais la question est déjà posée. Et puis, on n'a aucun argument pour une endocardite pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas d'argument fort. On n'a pas d'argument, mais on s'est permis de remettre en question le bilan qui était assez complet, mais pas totalement complet, notamment avec les hémicultures simples. Après, sur le TO, on a quand même auricule libre et absence de dysfonction auriculaire. Bon. Non, CRP 2, pas de blanc. Pas de fièvre, pas de frisson, pas de notion comme ça. Holter implantable? Oui. Ah oui, donc on l'a implantable d'emblée. Ouais. Alors, ah oui, effectivement. Les algorithmes de l'ENC ne passent pas. Bon, dommage. Non, les algorithmes, non. Voilà. Pourtant, j'avais testé, ça passait. Bon, du coup, l'algorithme diagnostique, on va enchaîner. Ah si, ça arrive. Non, il y avait une flèche. C'est bon, on va passer. Donc on est sur les critères diagnostiques. Juste pour vous rappeler qu'il y a des critères très précis sur les facteurs de risque d'endocardite, parce que c'est notre sujet. Les cardiopathies qui sont considérées à haut risque, c'est juste un petit rappel bien sûr. Les prothèses valvulaires, bien évidemment. Les valvulopathies, chez notre patiente, on avait une sténose aortique qui n'est certes pas critique, mais qui est quand même présente, et avec une valve remaniée dégénérative. Et les cardiopathies cyanogènes avec shunt persistant et les dérivations chirurgicales. L'antécédent d'endocardite et certains soins à risque, et les toxicomanies intraveineuses bien sûr. Les présentations restent très polymorphes. Les tableaux évocateurs théoriques, classiques, dans notre contexte, on n'y est pas, puisqu'on n'a pas la fièvre. Bon, mais l'endocardite, ça reste souvent frustre. Les apparitions de souffle, les embolies répétées, et les symptômes type purpura, choses comme ça. Bien évidemment, s'il y avait un syndrome infectieux, les signes cardiaques, l'apparition d'un souffle ou la majoration d'un souffle, et puis certains signes extracardiaques. Et donc là, on va retrouver les signes neurologiques avec des déficits d'origine cardio-embolique fortement suspectés sans autres arguments. Voilà. Donc pour notre patiente, on est plutôt là. Ouais, il manque un algorithme. Donc pour le diagnostic, on va faire... Donc l'examen clé en fait dans cette circonstance de cardiopathie, de suspicion de cardiopathie emboligène pour éliminer l'endocardite, c'est de faire des hémocultures, mais des hémocultures endocardites qui sont des hémocultures qui vont être de gros volumes. C'est pour ça qu'on vous demande de faire 3 séries. Une série, c'est une hémoculture aérobie et une hémoculture anaérobie. On fait 3 séries. Dans l'idéal, ça fait 6 flacons. Dans l'idéal, on les espace d'une demi-heure ou d'une heure. On peut également les faire en une fois si vraiment on est en difficulté pour prélever. Il faut les prélever au mieux sur une voie périphérique et pas sur un cathé central si le patient est techniqué. Et tu peux passer. Et il y a un certain nombre de bilans complémentaires qui va être fait, notamment avec des sérologies. Donc, si on veut suspecter chez cette patiente, on a déjà des hémocultures standards. La particularité des hémocultures endocardites, c'est des hémocultures qui vont être mises en culture et incubées pendant 14 jours, permettant de récupérer un certain nombre de germes qui sont dits un peu déficients ou avec culture
plus difficile. Et donc, si on se classe là et qu'on veut éliminer ou qu'on veut suspecter chez cette patiente une endocardite à hémoculture négative, on sait que des endocardites qui restent non documentées, ça reste 5% des endocardites de valve native. Et donc, ça concerne plusieurs tableaux cliniques qui vont être, en fait, une endocardite qui serait décapitée avec des hémocultures négativées par des antibiotiques au préalable. Ça concerne surtout les germes type staphylocoque, streptocoque et entérocoque qui sont parfois décapités avec des prises de 1 ou 2 grammes d'amoxicilline péros pour une autre cause ou par le médecin traitant au préalable. Donc il ne faut pas hésiter à faire des fenêtres et à reprélever des hémocultures de qualité. On a les bactéries à croissance difficile, avec au premier plan, vous avez les bactéries du groupe ASEC, et puis maintenant les streptocoques déficients qui ont été reclassés sur le plan microbiologique, pour lequel c'est vraiment nécessaire d'avoir des hémocultures prolongées. Donc si vous avez déjà prélevé vos hémocultures, que vous êtes dans les 5 premiers jours, vous pouvez appeler le laboratoire pour prolonger vos hémocultures. Si vous n'avez pas encore mis d'antibiotiques, vous pouvez reprélever des hémocultures qui vont être incubées 14 jours. Et puis, vous avez un certain nombre de bactéries qui ne seront pas cultivables, comme au premier rang desquelles Coxiella burnetii, Bartonella et le Whipple, qui sont des bactéries qu'on va explorer autrement, avec des sérologies, des PCR, un bilan qui est adapté au contexte loco-régional et à l'épidémiologie des différents centres. Donc nous, à La Réunion, on pourra en discuter plus tard, on fait systématiquement sérologie coxielle, Bartonella en particulier s'ils viennent de Mayotte, de plus en plus la PCR Whipple, et puis on fait systématiquement sérologie mycoplasme et légionelle parce que c'est dans l'algorithme en France, mais on en a exceptionnellement. Et puis on a d'autres germes qui correspondent plutôt à d'autres terrains qu'on évoque, comme l'aspergillus, les champignons. Et puis évidemment, on évoque toujours les endocardites non infectieuses et on complète toujours le bilan avec les endocardites inflammatoires, Lupic ou autre. C'est la suite de l'algorithme que vous voyez avec précision. Donc ça, c'est le reste de l'imagerie. Quand on a une ETT qui est non contributive ou négative. Je peux te le montrer en petit algorithme éventuellement, si tu veux, non? Comme tu veux. Ouais. Donc le I, c'est dans transversal ou valvulopathie? Valvulopathie. Valvulopathie, excuse-moi. Tac. I. Voilà. Et donc là tu étais sur quel endroit? Donc là, au départ, j'étais sur la suspicion diagnostique. Et puis après, on est descendu en dessous, puisqu'on avait des suspicions fortes chez cette patiente. À gauche, on voit les hémocultures. Sur la gauche de ton écran, voilà. Clac. Hémoculture négative, donc là, si vous cliquez dessus, vous avez ce qu'on vous a montré. Et puis après, on est passé sur ETT, et on redescend d'une case. Et donc, si on clique dessus, on voit ce qui a été fait, c'est-à-dire une ETT, puis ensuite précisé par une ETO si la suspicion reste forte. Et donc là, vous avez plusieurs possibilités. L'ETO est positif, bien évidemment, le diagnostic est confirmé. L'ETO est normal, faible suspicion. Bon, diagnostic éliminé. Et puis après, vous avez l'entre-deux, la zone grise. ETO dite normale ou avec des anomalies qui ne sont pas fortement évocatrices, mais une suspicion clinique et du tableau de la patiente qui vous fait quand même fortement évoquer une cause cardio-embolique. Et donc là, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Donc, ce qui est recommandé, c'est soit le TDM cardiaque, soit le TEP. Nous, ici, à Saint-Denis, on est plutôt partisans du TEP, parce qu'on va pouvoir rechercher aussi autre chose, des portes d'entrée, des foyers secondaires, etc. Et puis la scintille au leucocyte marqué, ça arrivera d'ici la fin de l'année a priori. Donc si on prend le dossier de Madame R, donc elle a une nouvelle ETT, donc on répète les imageries, remaniement de la valve aortique, etc. Et puis avec image d'addition vibrative sur le versant ventriculaire sans argument biologique pour une endocardite, faisons-lui un TEP. Ok, elle a le TEP, endocardite sur la valve aortique. Je vous ai mis les images. On voit l'hyperfixation au niveau de l'anneau aortique à droite, et puis le scanner. Donc les deux imageries sont combinées. On voit la metformine, ce que ça fait au niveau du tube digestif. C'est pour ça que c'est très important de bien faire les protocoles avant le TEP, parce que sinon vous êtes complètement faussé. Elle est hospitalisée donc avec ce diagnostic qui maintenant a l'air d'être posé en cardiologie. Je vous montre le bilan juste infectieux, CRP3. On est à 2 mois et demi d'évolution. Le TT du 16 décembre est inchangé. Le TO du 19 montre effectivement une végétation de la valve aortique au maximum de 16 mm.
donc considéré en augmentation avec une fuite somme toute modérée. Le TDM embolique, bilan embolique, le TDM TAP montre rien de particulier. Le coroscanner est sans anomalie. L'IRM cérébral montre l'apparition d'une nouvelle lésion ischémique sur un nouveau territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a posé le diagnostic d'endocardite sur la valve aortique. On a une végétation qu'on considère en augmentation, même s'il n'y a pas de syndrome septique biologique. Et on a une nouvelle lésion embolique. Staph endocardite. Très bonne réponse. Staph endocardite quand la suspicion diagnostique est là. Donc en fait, quels sont les risques et quelles sont nos armes? Est-ce qu'il y a des... Comment réfléchir à ce stade? Voilà, donc là, emboligène, actif. Donc c'est quoi d'autre? La végétation qui augmente de taille. Oui. Mais On n'a toujours pas de germe? voilà, la fuite qui commence à augmenter. Donc Non documenté, donc pas d'antibiogramme ou autre pour adapter une thérapeutique médicale. Risque d'abcès, j'entends. Donc sur ce côté embolique, sur le côté fuite. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, si on doit prendre une décision, on a fait là vous venez de faire la RCP, maintenant il faut faire la conclusion de la RCP, celle que tout le monde attend. Mais qu'est-ce qu'on risque? Il faut qu'on voit tous les risques. Il y a les risques infectieux aussi, probablement, qu'on n'a pas évoqué. C'est peut-être pas le... Okay. Bon, vu qu'on est un petit peu en retard, on a avancé un peu. Donc là, on sentait quand même que vous aviez envie d'opérer vite. Donc effectivement, il y a une grosse discussion médico-chirurgicale chez cette patiente et se discute surtout puisque maintenant on est sur un diagnostic confirmé, la mise en route d'une antibiothérapie systémique. Alors je vais juste aller rapidement. Vous avez des recommandations sur la prise en charge et le traitement empirique des endocardites. J'attire juste votre attention sur le fait que c'est une proposition d'antibiothérapie probabiliste des endocardites avec signe de gravité. Donc signe de gravité septique, donc on est sur la couverture des staph strepto qui donne des tableaux d'endocardite aiguë, ce qui n'est pas du tout le cas de notre patiente, et que cette proposition d'antibiothérapie ne s'applique pas aux endocardites à hémoculture négative. Donc, c'est plutôt une proposition d'antibiothérapie urgence. Et dans le cadre des endocardites à hémoculture négative, qui, comme cette patiente, ont besoin d'une antibiothérapie parce que ça fait 2 mois et demi que ça évolue et qu'elle fait des AVC à répétition, c'est forcément une antibiothérapie qui est sur avis infectieux et discussion collégiale dans un contexte épidémiologique local et à discuter en fonction de la porte d'entrée et du tableau global de la patiente et du germe suspecté. Donc ici, on va couvrir essentiellement les ASEC, les endocardites à hémoculture négative, sachant qu'en 2 mois et demi, chez cette patiente, on a des hémocultures 14 jours qui sont négatives, des sérologies Coxiel, Bartonel qui sont négatives et un reste de bilan qui a été relancé par la RCP endocardite qui est en cours. Donc, se discute ici à la réunion souvent d'ajouter de la doxycycline à une antibiothérapie large spectre couvrant les ASEC. Ne pas confondre endocardite à hémoculture négative et endocardite suspectée avec hémoculture qui n'est pas encore sortie. Parce que souvent c'est assez confondu. Donc discussion médico-chirurgicale à ce niveau-là, bien évidemment. Donc, vous retrouvez dans l'algorithme les indications de la chirurgie. Et chez notre patiente, on est donc dans une indication, on va dire, semi-urgente inférieure à 7 jours pour le risque embolique. Parce que le risque embolique fait un pic sur les 24 premières heures après l'introduction de l'antibiothérapie, puis après va décroître jusqu'à 7 jours et après est quasiment nul. Donc, pourquoi c'est non? Pourquoi? Donc indication chirurgicale, là c'était... oui, pas de contre-indication à la chirurgie, bien évidemment, hémorragique, etc. Donc là, on s'oriente vers la chirurgie chez notre patiente. Donc on revient au dossier. Madame R, 65 ans. On lui met l'antibiothérapie probabiliste, comme on vient de dire, adaptée à nos suspicions diagnostiques, enfin de porte d'entrée, etc. On fait la RCP, comme on vient de dire. Et puis finalement, on décide de ne pas opérer la patiente, la malade. Pourquoi? Parce qu'on relie l'IRM cérébral et finalement, dans toute la description, si on oublie la conclusion finale, il y a une petite ligne
au milieu du pavé du compte-rendu qui nous dit majoration du remaniement hémorragique sylvien superficiel droit. D'où l'intérêt de bien relire les examens, ou voire même encore mieux de les regarder, même si on n'est pas spécialiste en imagerie, ça peut éviter des couacs. Donc finalement, on décide de différer la chirurgie et la patiente, vas-y, on conclut une endocardite sur valve native, multi-emboligène, hémoculture négative, et la patiente sort, puisqu'on ne va pas lui proposer de chirurgie, fait son antibiothérapie à domicile. Finalement, le lendemain de sa sortie, le laboratoire appelle, PCR Whipple, salive positive, dans le sang négative. Elle fait sa consultation de maladie infectieuse, qui lui programme un scanner cérébral à titre systématique, comme ça, pour voir où ça en est. Hein. Mais voilà, il avait bien raison. Vous voyez où est le remaniement hémorragique. Et puis là, apparition d'un anévrisme mycotique, 3 mm sur la cérébrale moyenne, donc dans le territoire sylvien droit où elle a fait son AVC il y a un petit temps. On saute la question. Ok. Donc concernant l'anévrisme mycotique cérébral, c'est 5% des endocardites, quand même. En cas de signe neuro, ce qui est recommandé, c'est qu'il faut pousser jusqu'à l'imagerie de l'angiographie si on n'a rien sur les imageries IRM ou scanographiques. Ça, c'est ce qui est recommandé. Je vous l'ai mis juste en dessous. Il n'y a pas de consensus sur la prise en charge du fait d'un manque de preuves statistiques, et puisque vous avez certains anévrismes qui vont disparaître sous antibiothérapie, et que on n'a pas pu mettre en évidence de facteurs de risque de rupture, parce que contrairement à l'anévrisme vasculaire pur, il n'y a pas de lien entre la taille de l'anévrisme et le risque de rupture. Donc il faut discuter. Hop. Donc négatif, si suspicion forte, on l'a vu. Donc là, Trophirema Whipplei, maladie de Whipple. Donc on avait bien fait de rajouter la doxy. On lui rajoute le plaquenil. En fait, on n'avait pas rajouté la doxy parce qu'elle était sous C3G et que ça couvrait le Whipple. Effectivement, le diagnostic avait été évoqué dès la première RCP, puisque cette patiente, quand on reprenait l'interrogatoire, elle avait une altération de l'état général avec une perte de 10 kg, des signes digestifs depuis plusieurs semaines, mois, et des arthralgies qui avaient fait évoquer ce diagnostic, et donc la recherche de ce diagnostic qui est une recherche spécifique avec des PCR qui sont réalisés dans le sang, dans la salive et les selles. Elle avait une PCR en fait positive dans le sang initialement, recontrôlée négative sous antibiothérapie, et une image à la fois à l'échographie et au PET scanner, ce qui pose le diagnostic d'endocardite Whipple, pour lequel elle va avoir ensuite le diagnostic spécifique par doxycycline et hydroxychloroquine, ce qu'elle a actuellement. Donc on lui fait l'artériographie bien évidemment dans la foulée, qui confirme l'anévrisme, expliquant pour lui l'hématome qu'on avait vu sur l'IRM du mois de décembre, donc il y a un mois. L'anévrisme est exclu le lendemain, elle est hospitalisée en service de maladies infectieuses. On refait une IRM post-embolisation qui est systématique, et là, surprise, nouvelles lésions ischémiques, mais qui n'ont pas de rapport au niveau territoire avec le geste d'embolisation. Donc une nouvelle lésion ischémique de nouveau. Donc là, on est sur une endocardite non contrôlée sur le plan embolique, chez une dame qui n'a plus de risque hémorragique au niveau cérébral, donc chirurgie, poursuite de la ceftriaxone plus ce qu'on vous a dit, et la chirurgie qui s'est très bien passée, et la PCR sur la valve qu'on fait systématiquement après pour confirmer ce diagnostic de manière certaine était bien évidemment positive. Elle est sortie à domicile à J9. Après de passer dans les mains du professeur Brandberger, tout le monde va bien. Voilà, donc la conclusion, pour l'endocardite, il faut être policier, ça c'est clair. C'est des tableaux qui sont souvent très frustres, donc il faut aller chercher tous les petits détails qui peuvent nous orienter vers un germe ou une porte d'entrée, etc. Bien regarder les examens, bon, mais ça vaut pour tout, mais en tout cas, là, dans ce dossier-là, c'était assez caricatural, puisque finalement, quand on relit le compte-rendu de l'ETO du 8 novembre 2022, et qu'on ne se base pas sur la conclusion, mais qu'on relit pareil le pavé de la conclusion, il y avait une petite ligne où il était écrit « élément vibratile sur la valve aortique de 9 mm », mais ça n'avait pas perturbé l'échographiste, puisque la patiente, n'ayant pas de tableau clinique vraiment très évocateur de quelque chose de septique, bon, c'était pas attardé dessus. Ne pas se fier aux apparences. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bilan, quand elle rentre en cardiologie après avoir fait le TEP, c'est-à-dire après plusieurs mois d'évolution, on a une PCT qui est négative, une CRP à 3 et des locaux, des PNN à 5. Donc, éliminer une endocardite sur une CRP, bien évidemment, jamais. Répétez les examens, les échos, les ETO,
tant qu'on a la suspicion, il faut y aller. Et puis juste la prévalence de maladie de Whipple, quand même, c'était un cas pour 1 million d'habitants. Donc, voilà. L'endocardite à La Réunion, juste, je transmets une information que m'a donnée hier Sandrine. L'année dernière, on a quand même discuté 122 patients pour des endocardites. Bon. Voilà, merci.